Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour le 40e épisode du podcast À côté de mes pompes. Un podcast dans lequel j'aborde le running, la nutrition, le mental et tout ce qui touche à la pratique sportive, mais également où des sportifs viennent partager leurs expériences. Bref, si vous êtes passionné comme moi, alors vous êtes au bon endroit. Alors cette semaine est une semaine cool pour moi au niveau de l'entraînement, mais une semaine relativement chargée sur le plan professionnel avec ce retour en distanciel. Je dois assurer donc mes cours au lycée à distance, mais également ceux de mes enfants. Donc il y aura malgré tout un petit peu de running, mais également la récupération qui est quand même un facteur important pour continuer à courir sur les semaines à venir. Aujourd'hui, je n'ai pas de petit coucou à faire à quelqu'un qui m'aurait laissé un petit message sur Apple Podcast, donc je vous invite à le faire pour la semaine prochaine. Mais je voulais tout simplement faire un petit coucou à Laurent et Sarah. Courage Lolo pour ce combat que tu mènes actuellement. Je t'envoie une bonne dose d'énergie et surtout ne lâche rien. Alors ne rien lâcher, c'est au programme de ce 40e épisode. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir l'ancien footballeur professionnel Denis Troc. Alors pour moi, footballeur amateur, je dirais pas que c'est une consécration, mais voilà, je touche du doigt des personnages, des personnes, des sportifs que je voyais auparavant à la télé. Denis, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, a été joueur professionnel de football au Red Star et au PSG. Après une vilaine blessure à la main, il s'est vite reconverti comme entraîneur jusqu'en 2009. Il a été l'adjoint d'Arthur Georges au PSG, mais également entraîneur d'Amiens, du Havre, de Troyes ou de Laval. En 2009, Denis s'est complètement tourné vers la préparation mentale. Il a délaissé les bancs de football. Aujourd'hui, il accompagne des sportifs pour les aider dans leur pratique et dans leur performance. Pour ce faire, Denis a édité un livre intitulé « Devenez champion de votre monde » aux éditions Solar. Alors je voulais remercier Denis pour sa réactivité, pour sa disponibilité. Je lui ai envoyé tout simplement un message sur LinkedIn pour lui demander s'il souhaiterait parler de ce livre qu'il a écrit, consacré à la performance, consacré au mental, consacré à la confiance en soi. J'ai eu une réponse quasi immédiate. Donc pour preuve que quand on ose, quand on sollicite des personnes avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gentillesse, bien souvent c'est payant et je m'aperçois que ces gens-là ne sont pas forcément inaccessibles. Donc un grand merci Denis à toi pour avoir répondu favorablement, pour avoir enregistré cette interview. Moi je vous laisse donc en compagnie de Denis Troc pour un épisode consacré au mental et à la performance. Alors bonjour Denis, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va pas parler que de course à pied aujourd'hui, puisque j'ai l'immense plaisir de te recevoir. Donc on va parler un petit peu football pour revenir sur ta carrière et ce qui t'a conduit justement à devenir coach mental. Donc on va axer notre échange sur la préparation mentale et tu nous donneras quelques astuces pour qu'on soit dans des conditions optimum pour performer, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je pense que ça peut s'appliquer à notre quotidien. Donc je vais te laisser te présenter. On va faire un petit peu le prof et je vais te demander ton état civil et puis on verra après ta brillante carrière, que ce soit en tant que sportif ou en tant qu'entraîneur. Merci Sébastien. Donc, je ne sais pas le laps de temps que tu me donnes pour me présenter, mais comme vu mon âge, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ce temps n'est jamais, inapproprié, puisque le temps de présentation de la personne que je suis correspond aussi à ce que je suis devenu tout au long de ma carrière aujourd'hui et ce que j'ai pu mettre en place précédemment. Donc, je m'appelle Denis Troc, je suis né en 1959, donc au siècle dernier, j'ai 61 ans. Je suis né dans la banlieue parisienne, dans le 9-3, et j'ai vécu dans ces banlieues parisiennes jusqu'à l'âge de 16 ans, où là, j'étais un petit peu livré à moi-même, mais je faisais un petit peu ce que je voulais, un petit peu tricheur, un petit peu menteur, un petit peu voleur. Donc j'étais un petit peu tout ça. C'est pas parce que j'étais dans les quartiers, mais c'est parce que c'était ma vie dans ces moments-là, alors que j'avais une très belle éducation parentale. Pour autant, les fréquentations, des fois, n'étaient pas forcément celles qu'on pourrait espérer pour nos enfants. Pour autant, c'est peut-être les prémices de
d'une protection, d'action, d'autorisation que j'ai pu mettre en place dès ce plus jeune âge et qui me servent encore. C'est tout ce que j'ai mis en place à ce moment-là me sert encore aujourd'hui. Donc 16 ans, jusqu'à 16 ans, après j'ai eu quelques moments clés à ce moment-là. Comme j'étais petit voleur, menteur, un jour ma mère m'a dit, toi mon fils, plus jamais de ma vie je te croirai. Là j'ai pris déjà conscience qu'il était nécessaire de bouger, de changer parfois, ou d'évoluer surtout, mais aussi parfois de changer. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus menti, plus triché, plus volé. Ce qui était aussi important. C'est un bouleversement, mais c'est aussi important. J'ai 17 ans et demi, 17 ans, j'ai joué, j'ai signé un contrat dans un club professionnel qui s'appelle le Red Star de football. Tu étais déjà footeux depuis quelques années? Depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans. En fin de compte, je me suis mis au football, c'est vraiment le pur hasard. À 7 ans, quand j'étais à l'école en CE1, ou 7-8 ans, même pas 7 ans, j'étais à côté d'un petit copain qui s'appelait Bruno Ruga et qui, lui, tous les lundis matins, il avait la banane, il rigolait, et il parlait à tout le monde s'intéressait à lui, moi aussi, je m'intéresse à ce qu'il disait. Et dans ces mots, je comprenais où il y a des mots qui revenaient très souvent, c'est notamment le mot football. Donc un jour, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère, je veux jouer au football. Je ne sais pas ce que c'était. Ça aurait pu être le tricot, ça aurait pu être le bilboquet ou la marelle. J'aurais fait quelque chose qui correspondait à l'état d'esprit de ce gamin-là. Et c'est comme ça que je suis entré dans le monde du football sans savoir ce que c'était. Après, donc, j'ai fait du football et je me suis passionné par ce fait-là. J'étais donc joueur de champ et comme on prenait trop de buts, je marquais des buts, mais que le gardien encaissait trop. Donc, je me suis dit, oh non, c'est fini, je préfère arrêter les buts parce que si ça fait 0-0, on ne perdra pas. Et donc, voilà. Et donc, je suis allé dans les buts par fierté aussi, par orgueil. Voilà. Et j'ai fait toute une carrière. Donc, 18 ans, j'ai joué en professionnel au Red Star. J'ai joué jusqu'à 25 ans. Je me suis blessé sérieusement. Je me suis fracturé les scaphoïdes, donc des os des poignets. Et là, un jour, à 25 ans, le médecin me prend entre quatre yeux et me dit Denis, c'est fini le football pour toi. J'étais marié, j'avais à l'époque 2 enfants. Et j'ai compris qu'effectivement, le football s'arrêtait ce jour-là. Il s'est arrêté ce jour-là. Je m'en suis rendu compte très rapidement parce qu'il était 11h du matin quand il m'a dit ça. Je rentre à la maison et de midi jusqu'à 18h, je pleure. Et je pleure comme un gamin, comme si qu'il fallait que je chasse quelque chose, comme si je recommençais une nouvelle vie et je repartais de rien. Je pensais repartir de rien du tout. Et le lendemain matin, donc je suis passé de joueur et le lendemain matin, le club, bien entendu, suivait mon dossier et savait très bien que je ne pouvais plus reprendre dans les buts et donc je ne pouvais plus être professionnel. Et donc, ils m'ont positionné comme entraîneur adjoint. La bascule a été immédiate. Enfin, tu n'as pas eu de latence finalement. C'est ça. C'est le côté très surprenant, détonnant et que je souhaite à personne. Malgré ça, j'ai envie de dire, j'espère que vous allez le vivre et vous allez surtout pouvoir le passer parce qu'on ne le souhaite pas, parce que c'est violent. Pendant de midi jusqu'à 18h, je n'ai pas arrêté de pleurer jusqu'au le soir à 18h, quand mon épouse rentre à ce moment-là, elle me dit mais Denis, tu as une conjonctivite, ne s'étant pas rendu compte que j'avais pleuré toute l'après-midi. Voilà. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, je suis devenu entraîneur et j'ai fait entraîneur de football pendant 23 ans. En regardant ta carrière, en plus, il y a eu très, très peu de temps de chômage, entre guillemets. Là, aujourd'hui, des entraîneurs peinent à trouver un banc. Toi, tu as été pratiquement constant avec des clubs presque en permanence pendant ces 23 ans. Ça dépend de quelle constance on parle. Si on parle de la constance dans le fait d'entraîner, oui, de mon métier, oui, mon métier, c'est entraîneur. Mon métier, c'est pas entraîneur de telle ou telle division. Parce que je m'étais mis en tête aussi que je voulais pas, tout le monde disait que c'était un métier précaire, des contrats durés déterminés, 1 an, 2 ans, 3 ans au grand maximum. Et je m'étais dit, j'irai pas, je sais pas comment ça va se passer. Toujours est-il qu'une chose est certaine, c'est que dans ces conditions-là, je dois systématiquement me préparer à ce que ce soit court et ne pas avoir trop de moments de chômage. Et je m'étais dit, si je me fais virer 3 fois, parce que c'était aussi récurrent dans le monde du football, se faire virer régulièrement, au bout de 3 fois, les clubs vont plus vouloir de moi. Donc, je m'étais dit, à chaque fois que je sortirais d'un club, je prendrais le premier club qui m'appelle. Donc, c'est comme ça que je suis passé de Ligue 1 en National
national en Ligue 2, Ligue 2 en Ligue 2, etc., Ligue 2 en Ligue 1, etc. Mais parce que je donnais réponse immédiatement, sans calculer l'argent, parce que je pensais qu'à l'époque, et je pense toujours, encore plus maintenant, que c'est pas l'argent, c'est nécessaire. Mais à ce moment-là, c'était surtout l'activité. Je voulais plus être arrêté comme j'avais été blessé pendant X temps pour ma blessure au poignet. Je voulais plus ça. C'est trop douloureux et ça n'avait pas d'issue. Alors que je me suis dit, je vais rebondir sans arrêt. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai tenu effectivement. Je suis peut-être un des entraîneurs qui est peut-être entraîné le plus souvent possible sur 23 ans. À part Giroud peut-être et Arsène Wenger et deux ou trois autres. Mais sinon, ouais. Quel est ton plus beau souvenir en tant qu'entraîneur? On verra après le côté joueur ce qui t'a le plus marqué, mais en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, qu'est-ce qui marque le souvenir sportif? Je pense que dans chaque club où je suis passé, il y a eu de très beaux souvenirs. Le plus beau, peut-être celui qui est le plus inattendu, c'est la première année où je descends. Donc je décide d'aller à Amiens dans un club de national. J'étais entraîneur, j'avais entraîné au Havre, au PSG en Ligue 1, et je suis allé donc en 3e division dans un club qui s'appelle le Havre, qui s'appelle l'Amiens SC. Et là, la première année, il était nécessaire de remonter. Le club voulait remonter en Ligue 2, peu importe. C'est pour cette raison que j'y suis allé. Et la première année, on est remonté en Ligue 2. On a fait la finale de la Coupe de France et on a fait quart de finale de la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire un parcours pour une équipe de nationale qui n'existe pas, quoi. Je me rendais pas compte dans l'instant de ce parcours hors norme sur une saison. Mais par la suite et aujourd'hui, je suis capable de mesurer la puissance de ça. Alors que j'ai gagné le championnat de Ligue 1, la Coupe de France, des montées, mais des Coupes d'Europe. La Coupe d'Europe avec le PSG que tu as connu également. Ouais, avec les matchs contre le Real où on est passé 2 fois les quarts de finale pour aller en demi-finale contre Arsenal, la Juve, etc. Donc oui, tout ça, c'est des moments exceptionnels. Gagner la Coupe de France, qui est un rêve de gamin. Parce que moi, mon rêve, je voulais pas avoir de rêve utopique. Mon rêve, c'était, je voulais pas dire quand j'étais gamin, je dis pas je rêve de gagner le championnat de Ligue 1. Mais non, parce que je savais pas que si j'allais jouer en Ligue 1. Par contre, je savais que j'allais grandir et que j'allais pouvoir un jour être majeur et jouer en équipe senior de mon club, quel que soit le club, en sachant que si je suis dans un club et que je suis senior, je peux jouer la Coupe de France. Donc, si on me donne cette possibilité de jouer la Coupe de France, je peux donc la gagner. Quel que soit le club d'ici les Moulineaux, du PSG, de Marseille ou de Trifouilly-les-Oies, peu importe, avec ce club-là, on peut y aller. Et c'est ce que j'ai fait donc avec le PSG, mais je suis allé en finale aussi après avoir gagné 9 matchs consécutifs avec Amiens qui était en national. Donc ça, c'est vraiment les choses hors normes. Avec le Paris Saint-Germain, battre 2 fois le Real de Madrid 2 années de suite en quart de finale, c'est aussi hors normes, surtout que c'était les débuts du Paris Saint-Germain et c'était pas le Paris Saint-Germain qui gagne tout aujourd'hui ou quasiment. Donc ça, et puis après, mais c'est aussi les coupes que j'avais. Et là, j'ai encore cette petite coupe, parce qu'il y a un truc de fou. Là, sur mon bureau, j'ai ressorti ça, j'ai fait le déménagement, jamais je garde de souvenirs. Hein. La réplique de la Coupe de France. Ouais, c'est la réplique, donc j'en ai 2 comme celle-ci. Mais normalement, je garde pas ça. C'est pas quelque chose, j'ai pas de souvenir. Et là, j'ai récupéré, donc j'ai fait briller un peu, puis j'ai mis sur mon bureau en attendant. Alors, voilà, mais ce sont des souvenirs qui m'appartiennent. C'est-à-dire que je sais que, et ça, il est bon de savoir ça, quand vous avez des souvenirs, il s'agit pas de penser que l'autre en les transmettant, que l'autre va les comprendre ou va vibrer comme vous. C'est impossible. Et même parfois, les gens vont vous décevoir dans l'écoute qu'ils vont avoir ou dans la compréhension. Parce qu'eux ne savent pas l'investissement que vous avez mis pour obtenir un petit quelque chose. Alors, je crois que les souvenirs doivent nous permettre de grandir, doivent nous permettre d'avancer dans la vie, mais de les transmettre, ouais, sous condition d'être protégé. Il faut se protéger quand on transmet des secrets ou surtout des souvenirs hors normes. Voilà, donc c'est ça. Après, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec Laval, avec Amiens, avec Le Havre. Le Havre, quand même si je suis resté qu'1 an et quelques mois et que j'ai été racheté par le Paris Saint-Germain, ce qui était le premier transfert d'entraîneur, donc ça a fait aussi jaser. Mais je suis resté l'année où je suis resté au Havre, on a fini 10e du classement depuis 35 ans.
il n'y a jamais eu un meilleur classement que celui de 10e en Ligue 1. Donc ça, je suis fier aussi de ça, de ces moments-là. Voilà. Donc, heureusement, dans une carrière d'entraîneur, il est bon d'avoir de très bons moments comme celui-ci parce que il est bon aussi de savoir que quand vous êtes manager, que ce soit dans le monde du sport ou que ce soit dans le monde de l'entreprise, vous transmettez beaucoup, vous donnez, vous êtes très altruiste, vous êtes dans le don de vous-même et vous encouragez les autres. Vous leur dites, c'est bien, continue comme ça, on va y arriver, tu vas y arriver, c'est bien, tu vas voir demain, tu as évolué, tu as grandi, bravo, ce que tu me fais aujourd'hui, c'est magnifique, etc. On donne toutes ces choses-là. Et le problème, le gros problème, c'est qu'il n'y a quasiment zéro retour humain. On le voit souvent, c'est-à-dire que quand l'équipe gagne, on dit, voilà, les joueurs ont fait le travail, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, le fusible, c'est l'entraîneur. Non, c'est justement, là, justement, je voudrais me positionner par rapport à tout ça. La première des choses, c'est qu'on donne, nous, beaucoup d'encouragement pour les autres. Mais les collaborateurs ou les joueurs ne vous renvoient quasiment jamais un joueur vient vous voir, dit, coach, c'était super bien aujourd'hui à l'entraînement. Merci pour l'entraînement que vous nous avez donné. Et je crois que dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. On oublie de remonter les signes de reconnaissance qu'on peut avoir pour les managers. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Pas sur moi, mais sur cette façon-là. Sur cette façon de communiquer, finalement, oui. De communiquer et de manager. Et pour revenir sur l'expression qui est de dire si l'équipe gagne, c'est grâce aux joueurs et si elle perd, c'est à cause de l'entraîneur. Moi, j'ai jamais utilisé cette expression, mais mon expression était celle-ci. Ce que je disais aux journalistes quand de temps en temps, il y avait beaucoup d'humilité qui sortait de moi, ou parfois pas, hein, mais je disais, si l'équipe perd, c'est à cause des joueurs. Si elle gagne, c'est grâce à moi. Alors le journaliste, tout de suite, il dit non, vous voulez dire que quand ça gagne, c'est grâce aux joueurs et quand ça perd, c'est à cause de vous. Je dis non. Quand l'équipe gagne, c'est grâce à moi. C'est grâce à Denis Troche qui est en face de vous. Si l'équipe perd, c'est à cause des joueurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, avant chaque match, je donne une façon de travailler, une stratégie. Et si cette stratégie, qui est une stratégie qui est faite pour gagner, si on gagne, c'est que les joueurs ont respecté les consignes et la stratégie mise en place. Et si on perd, vous pouvez regarder, ils n'ont pas respecté ça et ça, qui étaient des points importants. Donc vous voyez que quelque part, sinon, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et sinon, on se fait harakiri à la fin de chaque défaite. Donc, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est pour cette raison qu'il est nécessaire, quand on est manager, quand on est entraîneur, de se protéger. Et c'est une très belle protection parce qu'en plus, j'y crois à cette chose-là. Alors, est-ce que c'est, de ton regard d'entraîneur, plus facile d'avoir entraîné des très très grands joueurs qui ont déjà une culture tactique, un potentiel, que des joueurs qui seraient de national ou d'un niveau inférieur? Est-ce que la marge de progression, la façon de les conduire est plus simple avec les grands qu'avec des joueurs qui sont de division inférieure? C'est une gestion humaine. Après, c'est l'angle que l'on va prendre pour accompagner ces personnes-là, qui va vous donner qui va vous alourdir la tâche ou au contraire qui va vous l'alléger. J'ai eu et à la fois la lourde tâche et à la fois le privilège de pouvoir entraîner à 25 ans des internationaux qui j'avais joué et que j'ai dû entraîner. Donc c'était très difficile au départ, mais c'est le plus bel apprentissage qu'il puisse y avoir parce que vous ne pouvez pas montrer quelque chose de plus que ce qu'ils savent déjà faire. J'étais jeune entraîneur, donc j'avais des connaissances parce que j'avais déjà les diplômes, mais pas non plus hors normes. Et il faut malgré tout les faire avancer, les motiver, leur donner la possibilité de se sublimer. Donc, c'est un angle d'approche. Et avant de trouver le bon angle, celui qui vous correspond, il est nécessaire d'avoir un bon apprentissage. Et j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec des personnes de très haut niveau et des personnes aussi qui n'avaient pas forcément ce très haut niveau et qui étaient tout autant intéressantes. Donc, il faut prendre et à la fois le niveau de division dans laquelle vous travaillez, mais aussi à la fois être sensible à l'unicité, à la singularité de chacune des personnes qui est autour de vous, que vous accompagnez, que vous entraînez, parce que c'est aussi ce qui a fait ma force, je crois. Et j'ai ramené toujours systématiquement à une seule et même chose, c'est-à-dire que le discours,
qu'il soit, descendant ou ascendant en fonction des personnes. Si vous êtes autoritaire, eh bien, moi, j'ai toujours essayé de ramener le discours et le langage à une seule et même chose, c'est le bon sens. J'ai dit, est-ce que tu penses que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a du sens de faire ce que tu ou ce qu'on ou ce que je suis en train de mettre en place? Donc voilà, et à partir de ce moment-là, personne ne peut aller à l'encontre de ça. C'est un truc de fou. Mais tout le monde peut trouver ce que j'ai appelé l'effet hamburger, où chacun donne son idée, son avis, etc. Et finalement, un hamburger, c'est bon quand ça a 2 niveaux, 3 grands maximum, les Big Mac peut-être. Mais une fois que ça a 6 ou 7 niveaux, 6 ou 7 couches, c'est plus un hamburger, ça se mange plus comme un hamburger et c'est indigeste. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir sortir et revenir sur ce qui est essentiel et éviter de s'improviser des techniques, des outils, des concepts et des choses comme ça, ou faire des réflexions qui sont sans fin. Donc, j'ai beaucoup appris dans ces moments-là sur ça. Et donc, pour revenir à la question plus difficile avec des gens de qualité, non, avec des gens qui sont hors normes, qui ont des qualités hors normes, moi, j'ai adoré. Mais aussi parce que on sait que si nous travaillons bien, le résultat sera magnifique. Mais aussi, on peut très bien travailler avec des gens qui ont un niveau moindre, comme par exemple à Amiens, où on avait un niveau national, et on a su se sublimer et récupérer et gagner des matchs contre des équipes de Ligue 1 et un nombre incalculable. Voilà, donc c'est vraiment que des rebonds, des anecdotes, des approches. Je crois qu'il n'y a pas d'accompagnement unique. Il y a que des accompagnements qui sont liés principalement à l'adaptabilité, à l'adaptation et à fédérer autour d'un seul et même objectif. Et pendant 23 ans, tu as observé, tu as compilé, parce que tu parles de bon sens, donc ça fait part de tes observations. Comment tu as pu justement cheminer pour conduire tes équipes, conduire aujourd'hui les personnes que tu coaches au niveau mental vers ce bon sens, parce qu'on va parfois à l'opposé. Comment toi tu arrives à les orienter vers ce bon sens? Alors, c'est à la fois simple et compliqué parce que j'ai cru avoir des TOC toute ma vie. Au moins un TOC qui était tous les jours depuis l'âge de 18 ans, sans exception, je notais les comportements et les attitudes des gens autour de moi. Tous les jours, j'étais dans le métro, je mettais sur le ticket de métro, tiens, lui, pourquoi il s'engueule avec un tel? Pourquoi malheureusement ce SDF est là? Et lui, je me dis, mais lui, il est bien, il a trouvé un endroit sur une bouche de métro, il doit avoir chaud. Et je me dis, mais comment tu peux penser qu'un SDF qui est dehors a de la chance? Donc voilà, et je notais toutes ces choses-là sans arrêt, les problèmes, parce que telle personne gagnait sans arrêt, pour quelle raison elle avait des victoires récurrentes, pour quelle raison lui perdait tout le temps, pourquoi quand ils se rencontraient c'était un petit peu particulier, pourquoi je notais tout, pour que à la fin, donc au bout de 35 ans, après entre 30 et une trentaine d'années, au bout de 30 ans, j'avais des piles et des piles de dossiers, de notes écrites sur des tickets de métro, des feuilles sur des carnets, sur des calepins, sur des serviettes en papier que j'avais n'importe où. Je notais tout le temps, et je les gardais. Et j'ai repris ça il y a 12 ans. Il y a 12 ans, j'ai repris ces notes-là. Et avant de reprendre ces notes-là, il y a 20 ans, j'avais repris les études puisque j'avais arrêté à 17 ans l'école. J'avais donc pas mon bac. J'ai eu l'équivalence au bac grâce au brevet d'état d'éducateur de football, donc le BEPF, ce qu'on appelle le brevet d'état, le brevet d'éducateur professionnel de football, et qui permet d'entraîner en Ligue 1. Et voilà. Et grâce à ça, j'avais l'équivalence d'une licence et j'ai repris les études. J'ai pu aller à l'université et j'ai fait 6 ans, dont 2 ans où j'ai travaillé sur le management à Limoges, 2 ans en coaching d'accompagnement de la personne, des équipes et des organisations. Ça, c'était donc à Aix-les-Bains. Et j'ai fait 2 années de préparation mentale à Dijon, à l'université de Dijon. Et donc, à l'issue de ça, je savais que je sortirais du football pour une raison, parce que j'ai commencé à 25 ans entraîneur, je vais peut-être pas faire ça jusqu'à 65 ans. Et voilà, mais je savais pas pourquoi. Et il y a une douzaine d'années, j'ai repris toutes mes notes, sans exception. Et je les ai pris une par une, et pendant 2 ans, j'ai surligné tous les comportements et les attitudes des gens
que j'avais, tout ce que j'avais noté pendant ces plus de 30 ans. Et je me suis rendu compte qu'avec ce stabilo jaune, en stabilotant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait près de la moitié des notes qui étaient résolues par des outils connus, reconnus, que j'avais pu apprendre dans mes formations, que ce soit à l'école ou en formation, avec l'analyse transactionnelle, la systémique, la gestalt, la PNL et tout ce que tu peux imaginer en management et en psychologie. Donc, j'ai surligné tout ça et je me suis rendu compte qu'il y avait des notes qui n'étaient pas surlignées. Donc, il n'avait normalement pas d'outils que je connaissais à l'époque. Et j'ai regardé toutes ces notes et je me suis dit, ça maintenant, sans outils, je pourrais régler ça, sans outils, je pourrais régler ça, ça, ça et ça et ça. Et finalement, je me suis dit, mais je peux quasiment tout régler, même les notes qui étaient surlignées avec des outils reconnus. Et je dis, mais et c'est quoi? Qu'est-ce qui sort de ça? Et là, je sais pas, j'ai eu un flash. Je dis, mais c'est le bon sens. C'est que du bon sens, en fin de compte, tout ce que j'ai noté depuis 30 ans. Et en me disant ça, j'ai dit, stop, c'est bon. Et pendant plus de 18 mois, j'ai travaillé sur la théorisation du bon sens. Qu'est-ce que le bon sens pour moi? Qu'est-ce que le bon sens pour toi? Quel est le bon sens pour nous deux, pour un binôme? Quel est le bon sens pour une équipe? Quel est le bon sens pour un groupe, une entreprise, un club, une organisation? Et j'ai travaillé là-dessus sans arrêt. Pour finalement, à l'issue de ces travaux, où j'allais chercher des notes, je prenais rendez-vous à des psychiatres, psychanalystes, psychologues, des managers de hautes entreprises, des gens, mais totalement en dehors du football. Et à l'issue de tout ça, je me suis dit, OK, il faut que je transmette. Et c'est comme ça que j'ai travaillé et j'ai transmis. Je voulais faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui m'appartenait, qui était mon domaine d'expertise, puisque c'était mon chemin que j'avais théorisé, c'est-à-dire que j'avais théorisé quasiment toute ma vie grâce à des outils très simples liés au bon sens. Et cette théorisation m'a amené à me positionner dans l'accompagnement, parce que je savais, comme il m'avait manqué des milliards de choses quand j'étais gamin, mais les milliards de choses, c'était des choses très simples. Et qu'on ne m'avait pas transmises chez moi, à l'école, à l'université, dans les formations. C'est par exemple, on ne m'a pas appris à avoir confiance en moi. On ne m'a pas appris à prendre des décisions. On ne m'a pas appris à me sublimer. Et pourtant, il faut toujours être meilleur la veille qu'aujourd'hui, meilleur demain qu'aujourd'hui, etc. On ne m'a pas appris donc tu dis l'estime. On ne m'a pas appris plein de choses simples. Et je suis revenu sur les choses les plus simples. Qu'est-ce qu'on a besoin au quotidien? Prendre des décisions. Ouais, on en prend 35 000 par jour quand même. On prend 35 000 décisions par jour, donc 99,7% des décisions qu'on prend sont inconscientes. Et d'un point de vue éducatif, on nous apprend à prendre des décisions sur les 0,3%. Donc je me suis arrêté là-dessus et j'ai travaillé sur ces prises de décision inconscientes, notamment parce que les autres, je pense, parce que quand on fait les prises de décision conscientes, on fait deux colonnes, en règle générale, j'exagère un peu, la colonne de droite, les positifs, les côtés positifs, négatifs, les pour, les contre, voilà, etc. Et finalement, c'est comme en politique, hein, ça se termine à 49-51, tu vois. Et finalement, parce que ton cerveau, il va rééquilibrer l'une des deux colonnes, tu vas dire, ah ben non, quand même, faut pas exagérer. Et finalement, c'est comme ça. Et je me suis dit, donc, il faut sortir de là pour savoir comment on peut prendre des décisions instinctives, intuitives, qui sont proches de la réalité, tout de moins qui sont proches de ta survie déjà, de ton état primaire et de la manière dont tu pourrais gagner du temps. Et je me suis rendu compte que c'est pour cette raison que les footballeurs, on dit toujours qu'ils n'ont pas de cerveau. Je les comprends, les gens qui disent ça, parce qu'ils ont raison. J'ai été footballeur, on n'a pas de cerveau, on ne réfléchit pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que si on réfléchissait, on perdrait du temps pour agir. Et en perdant du temps pour agir, on ne serait pas sportif de haut niveau. Parce que si on réfléchit quand le ballon va arriver, s'il a une trajectoire haute, basse, liftée, plongeante, si l'herbe est mouillée, si les choses comme ça, c'est très clair. Hein. Oui, toi en tant que gardien, il fallait être dans l'instinct. Tu dois être instinctif, tu dois jouer. Bien sûr, tu dois travailler tout ce qui est rationnel, pragmatique, et être conscient de ton travail effectué, mais tout ce que tu emmagasines, tu ne peux pas tout maîtriser. Par contre, quand il y a une action ou quelque chose qui arrive, ton cerveau, avant même que tu ne réfléchisses ou que tu lui poses la question, il y a déjà la solution. Donc l'idée, c'était de trouver ce mécanisme-là. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça marche relativement bien, pour ne pas dire très bien, puisque plutôt que d'être dans la réaction ou dans l'action, on devient dans l'anticipation. C'est qu'on a un temps d'avance sur le commun des mortels, parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on laisse faire son intuition. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Et là, la confiance en soi, ça devient l'une des grosses problématiques de vie, puisque la confiance en soi, on en a besoin dans 100%
des cas que l'on perçoit dans une journée. Alors, c'est justement ce que tu mets en avant donc dans ce livre Devenez champion de votre monde que tu as écrit. Il y a au cœur de ce livre une boîte qui est la boîte de confiance. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs à quoi elle correspond et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans justement pour gagner et avoir confiance en soi? Comme je n'avais pas de réponse à la question qu'est-ce que la confiance en soi, je suis allé d'un point de vue très pragmatique avec mon cerveau de footballeur à l'époque et aujourd'hui encore. C'est-à-dire, j'ai dit, je ne sais pas, qu'est-ce qui me passe par la tête? Je dis confiance en soi, donc c'est en moi. Oh, déjà, confiance en moi, c'est celle qui est au fond de moi. Donc j'ai imaginé que la confiance était au fond de moi. Je me suis dit dans ma tête, non, parce que je me rappelle gamin, ma tête me faisait dire des bêtises, mentir, etc. Donc c'est au fond de moi, je vais dire plus avec mes tripes, dans mes tripes, avec mes émotions et les valeurs qui me correspondent. Donc je me suis dit, c'est au fond de moi, dans mes tripes. Après, je me suis dit, OK, c'est au fond de moi et ça navigue, c'est quoi? Et j'ai dit, et si c'était une petite boîte? On imaginait une petite boîte avec marqué dessus la boîte de confiance de Denis. Alors, la boîte de confiance de Sébastien. Chacun d'entre nous a une boîte simple, comme celle-ci, qu'il a reçue à la naissance. Et imaginons chacun d'entre nous ait reçu cette boîte et moi, j'ai reçu cette boîte à ma naissance. Je me suis dit, stop! Quand j'ai regardé cette boîte tout de suite à ma naissance, j'ai regardé cette boîte, j'ai dit, super, une boîte de confiance. Et quand je l'ai ouvert, quelle surprise! Elle était vide. Cette boîte était vide. Et là, tu te dis, mais merde, on me donne une boîte de confiance et cette boîte de confiance est vide. Et là, on se pose des questions. Et la première question est de dire, mais c'est honteux. Mieux vaut ne rien donner plutôt que de donner quelque chose de vide. Et quand on réfléchit 3 secondes, on se dit, mais non, c'est certainement le plus beau cadeau qu'on ait pu nous faire. Une boîte de confiance vide, puisque on va pouvoir remplir cette boîte de confiance de tout ce qu'on a fait de bien, de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les relations positives qu'on a pu avoir, les réussites scolaires, les réussites universitaires, les réussites sportives, les réussites amicales, les moments de fierté, toutes ces choses qu'on a fait de bien dans notre vie, c'est-à-dire tous les jours, tout ce qu'on a fait de bien depuis notre naissance, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 mois, hier, aujourd'hui, on va remplir de toutes ces choses qu'on a pu mettre, on va remplir cette boîte. Et cette boîte, elle accepte tout ce qu'on a fait de bien. Et on pourra continuer à la remplir demain et après-demain. Et il faudra la remplir encore demain, après-demain. Et tous les jours, tout ce qu'on a fait de bien, on remplit cette boîte. Pourquoi? Parce que cette boîte, elle est magnifique. Personne ne la voit. Elle est au fond de vous. Personne ne sait ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc, c'est quand même extraordinaire d'avoir quelque chose. C'est pas un carnet sur lequel vous avez écrit. Et si un carnet intime et quelqu'un le regarde, le trouve et vous met en porte-à-faux. Non, là, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Mais elle a quand même une particularité, c'est que cette boîte de confiance, avec la vie, les aléas de la vie, elle se cabosse. On peut voir que cette boîte, elle est vraiment cabossée, celle qui est au fond de nous. Elle a vécu un petit peu, oui. Elle a vécu à l'âge de nos artères, à l'âge de notre cœur, à l'âge de notre cerveau, à l'âge de la volonté qu'on a eue de mettre quelque chose à l'intérieur. Et elle a tellement de belles choses à l'intérieur que malheureusement, la vie va la cabosser ou la faire fuir. Il se peut que cette boîte de confiance fuit de quelques moments de confiance parce que quelqu'un vous en veut, ou alors vous avez perdu un être cher et on est triste et on perd un petit peu de confiance par rapport à ces choses-là, ou par rapport à un manager qui nous joue des tours, ou par rapport à peu importe ce qui se passe, ça fuit un petit peu. Mais vous avez mis des milliards de choses à l'intérieur. Même si elle doit fuir, elle va fuir de 0,01% de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'avec tout ce que vous avez emmagasiné, quel que soit votre âge, dans cette boîte de confiance, vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir agir demain et après-demain en étant fier, fort dans votre prise de décision. Surtout, n'oubliez jamais de remplir cette boîte de confiance qui est la vôtre. Ne dites pas ce que vous mettez dedans, mais sachez qu'elle sera toujours avec vous, elle vous suivra à tout jamais et vous sortira bien entendu d'encombres inimaginables. Et on peut la remplir en pensant chaque jour à des choses qui sont peut-être dans notre passé, qu'on n'imaginait plus, auxquelles on ne pensait plus, et qu'on va pouvoir de nouveau injecter à l'intérieur. Exactement. Vous faites non seulement le quotidien, vous pouvez mettre comme moi j'ai mes enfants qui disent à leurs enfants, donc à mes petits-enfants, tous les soirs, de mettre quelque chose dans leur boîte de confiance. Donc vous pouvez transmettre ça à n'importe qui, tout le monde comprend et tout le monde sait que vous soyez manager, collaborateur, dirigeant d'entreprise, femme au foyer, homme au foyer ou gamin. Vous pouvez mettre à l'intérieur de cette boîte tout ce que vous voulez parce que
souvent, on vous rappelle les choses compliquées de la journée. Et vous-même, vous vous rappelez les choses compliquées de la journée ou des choses non réussies. Mais on oublie de se dire qu'il y a 90% des choses qu'on a réussies dans une journée. Mais on les oublie facilement pour laisser place aux erreurs, aux contestations. Et ouais, c'est ça, toutes ces choses qui pourraient nous empêcher, toutes ces interférences négatives. Dans les personnes que tu coaches et que tu accompagnes, c'est bien souvent vers cette boîte de confiance que tu les orientes avec ce bon sens, parce qu'ils ont peut-être tendance parfois à pointer que le côté négatif de la situation qu'ils te présentent. Comment tu fais pour les faire switcher et les orienter vers cette boîte qu'ils ignorent, comme moi j'ignorais avant de lire ton livre? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les gens qui l'ignoraient et qui se disent, oh, c'est quand même extraordinaire. D'autres qui disent, bah oui, c'est du bon sens paysan, j'allais dire parisien, mais on peut dire du bon sens portugais, du bon sens n'importe quoi. Peu importe, c'est très simple, mais au moins on matérialise nos pensées. Et quand on matérialise ces pensées, on a une réflexion rationnelle de qui l'on est. Alors que souvent, ouais, mais ils sont tous pareils, ils ont tous la même chose, on est comme les autres, on se compare, on juge. Alors que là, c'est nous et on est face à nous-mêmes quand on remplit cette boîte de confiance. Et ça, c'est hyper important. Et effectivement, pour les sportifs, souvent, quand je les récupère, les sportifs de très haut niveau, hein, je dis, mais qu'est-ce qui t'amène? Il me dit, j'ai pas confiance en moi ou j'ai pas de mental. Ah ouais. Le mec, il a sauté 6 mètres en hauteur, ou il a couru le 100 mètres en moins de 10 ou il a gagné la Coupe du Monde, mais il vient et dit, j'ai pas confiance en moi. Et donc, je dis, mais qui t'a dit ça? Il me dit, mon entraîneur. Mais je dis, t'es d'accord avec ça? Il me dit, bah oui, il a raison. Donc, ça veut dire qu'on arrive à s'auto-persuader ou se persuader quand il y a une autorité ou une personne, un tuteur qui vous dit que vous perdez la confiance, que vous êtes moins bien, etc. Et donc, il est bon de rappeler que ce ne sont pas les autres qui vous disent si vous devez avoir confiance en vous, mais c'est vous-même vis-à-vis de vous-même. Et donc, cette boîte de confiance, elle nous ramène à nous-mêmes. Et elle nous ramène au fait qu'on ait pu faire quelque chose, c'est-à-dire, certes, on n'est peut-être pas dans l'instant le meilleur, mais on a fait des choses importantes. Par exemple, moi, je me rappelle très bien aussi qu'on me demandait, qu'on me dit à chaque fois, j'ai fait prépa mentale. C'est pour ça que la préparation mentale, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est un outil pour moi. C'est comme le plus important, c'est la personne, c'est soi-même, se connaître et travailler sur des choses fiables. Après, que ce soit du management, de la prépa mentale ou autre. Et on travaille en préparation mentale sur 2 objectifs en règle générale. Alors là, je vais peut-être me mettre à dos certains préparateurs mentaux. Hein. J'ai fait des expertises en préparation mentale, mais on dirait il y a en règle générale, on se fixe des objectifs de moyens ou de confort et des objectifs de résultats. C'est-à-dire que soit on tente, on dit voilà, je vais chercher un résultat, ou alors je vais mettre en place tout un process qui va m'amener le résultat. Il y a d'un côté, c'est plus anxiogène, plus stressant de penser au résultat, mais certains ont besoin de défis et ont besoin d'aller là-dessus. Et d'autres ont besoin de confort, de temps, de réflexion pour atteindre. Et la finalité est peut-être la même. Pour autant, je pense qu'il y a autre chose de plus important pour moi comme objectif. Celui qui vous évite de vous projeter dans quelque chose qui est inimaginable ou imaginaire, c'est-à-dire dans visualiser un résultat positif. Pour certaines personnes, c'est impossible. Pour d'autres, c'est possible. Mais quand ça n'arrive pas, eh bien, ce n'était qu'un leurre et ça les dégoûte quelque part d'y retourner ou de se replonger là-dedans. Et moi, je pense qu'il y a autre chose, c'est ce que j'ai appelé, moi, les objectifs de résultat. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on avance dans la vie et on accumule des résultats. Des résultats, ça peut être dans un match, tu peux très bien perdre un match et tu vas aller rechercher tout ce que tu as fait de positif à l'intérieur de ce match-là et tu vas le référencer en disant ça, je sais que c'est récurrent chez moi, je suis capable, par exemple, dans un match ou dans un marathon ou dans une course ou dans n'importe quoi ou dans une intervention d'entreprise, c'est-à-dire ça, de toute façon, être dans l'engagement, j'y serai tout le temps parce que c'est en moi. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé moi des objectifs de réalisation. Finalement, on voit que ça s'est réalisé à chaque fois. Et ça nous donne la possibilité de ne pas repartir à zéro, mais de repartir avec des bagages. On pose des jalons déjà, finalement, établis. Et après, tu n'y penses même plus puisque tu l'as intégré, que tu étais dans l'engagement, tu étais courageux, que tu étais ceci et qu'on ne peut pas te le reprocher. Tu vas aller rechercher autre chose, mais pas ça. Parce que si souvent, tu remets tout en question, tu rates quelque chose et tu remets tout en question et tu veux revisiter tout. Non, il n'y a pas à revisiter tout. Il y a simplement à revisiter ce qui n'a pas fonctionné.
Pour autant, il y a des choses qui sont récurrentes chez toi, qui t'appartiennent et qui sont normales, qui deviennent normales. Eh bien, toutes ces choses normales qui t'appartiennent et qui sont récurrentes, c'est ton socle qui te permet d'avoir un certain niveau et que tu ne descendras pas de ce niveau-là. Donc avec les sportifs, tu fonctionnes comme ça. Un sportif de très haut niveau arrive avec sa problématique. Tu vas déjà observer, avoir un temps d'analyse sur ce qu'il a déjà peut-être bien fait plutôt que d'aller pointer du doigt tout de suite ce qui n'a pas été. Tu as une grande part d'écoute. Ouais, principalement, c'est de l'écoute et j'essaie. Moi, j'ai une technique qui est sur que j'ai baptisé. C'est pas baptisé, mais c'est que je vais chercher les incohérences conversationnelles. C'est-à-dire dans le discours de la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir s'il court vite, s'il saute haut, s'il est grand, petit. Ça, je m'en fiche complètement. Ce que je veux voir, c'est l'alignement entre ce qu'il pense, sa réflexion, ses émotions et ce qu'il met en pratique. Moi, je veux voir cet alignement si c'est clair. Et donc, j'écoute son discours. Et quand j'entends les mots, c'est pas le verbatim, c'est pas le mot en lui-même. Mais ce que je veux, moi, c'est j'entends vibrer les mots, les phrases, les expressions. Et c'est ces vibrations qui correspondent, en règle générale, quand on a un discours sain, propre, les mots vibrent de tes émotions ou de tes valeurs. Eh bien, c'est ces vibrations qu'il faut entendre chez la personne que tu accompagnes. Et après, bien entendu, tu vas pas, dans la mesure du possible, tu ne lui poses pas de questions. Tu le laisses parler. Et il te donne les réponses aux questions que tu aurais pu lui poser. Donc, ça agit comme un effet, tu vas mettre en lumière des réponses qu'il a déjà en lui et qui vont finalement se révéler. Je vais déjà lui donner la possibilité de s'entendre parler, d'avoir un écho, parce que moi, je parle pas de jugement, il parle, et finalement, en parlant, il réajuste ses propos souvent. Il n'a pas trop l'habitude donc c'est la confiance qu'il m'accorde, que je lui accorde, bien sûr, et qui doit matcher dans un premier temps. Il faut vraiment que la personne ait une confiance totale. Hein. Si jamais il y a le moindre faux pas, c'est fini. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une grande confiance de manière à ce qu'il puisse avoir un écho de ce qu'il est. Une fois qu'il a cet écho-là, il a bien entendu ses propres solutions parce qu'il n'a pas attendu Denis Troche pour gagner et pour être au plus haut niveau. Bien entendu, il a une façon de faire, un mécanisme, une pédagogie, une technique, une façon de faire qui est la sienne. Et à aucun moment, j'ai envie de penser qu'une personne comme moi, ou un préparateur mental, ou un coach, ou peu importe qui, doit lui apprendre à se connaître. Non, c'est lui faire écho de ce qu'il est, et après, lui, il doit se réajuster tout seul. Et en plus, c'est moins de boulot pour moi, hein, donc ça m'arrange qu'il fasse le travail pour moi. Et c'est beaucoup plus rapide, et c'est beaucoup plus profitable pour lui aussi, d'avoir un écho de ce qu'il est, simplement. Parce qu'en règle générale, les gens vous le disent. Est-ce que cet accompagnement, tu penses que tu en faisais déjà au travers de ton coaching d'entraîneur en tant que gardien de but, d'aller peut-être invectiver tes partenaires? Oui. On n'appelait pas ça encore la confiance en soi ou la préparation mentale, mais est-ce que tu étais déjà, toi, un précurseur dans cette activité? Ouais, j'étais plutôt, comment dire? Ouais, j'acceptais pas qu'il y ait qu'il y ait des réponses à tout. Il fallait que je trouve aussi une solution pour moi. Par exemple, j'étais gardien de but. Là, on a vu ces dernières années, il y a comme maintenant peut-être 10 ou 15 ans, ou 20 ans presque, Michael Landreau se mettre à un poteau, je ne sais pas si tu vois le truc, sur un penalty, se mettre plus proche d'un côté que de l'autre. Et pour laisser le champ ouvert de l'autre côté, ouais. Ça, je l'ai fait, moi, en 1979. Et ça fonctionne terriblement bien. Et ça, c'est ce que j'ai appelé la lutte d'influence. Mais c'est parce que c'était parti d'un pari avec un pote et il me dit, Denis, de toute façon, je sais de quel côté je vais tirer et je suis sûr de marquer un penalty. Et donc, je lui dis, écoute, tu fais ce que tu veux, mais je suis sûr que tu marqueras pas, tu tireras pas. Tu tireras là où j'en ai envie, du côté où j'avais envie. Et je me suis collé au poteau, à un poteau. Donc, il était obligé de tirer de l'autre côté, sinon il me tirait sur moi. Donc, je lui dis, tu vois, la lutte d'influence, je l'ai gagnée. Et après, j'ai vu les comportements des personnes quand vous sortiez du cadre de cette façon-là. Et à partir du moment où tu perturbes le tireur, quand tu es gardien de but et tu perturbes le tireur, tu as déjà un ascendant alors que normalement, il n'y a que lui qui sait où il va tirer.
Et toi, tu sais pas. Donc, tu as un temps de retard. Et moi, je voulais pas ce temps de retard. Donc, je voulais au contraire avoir un temps d'avance. Et pour avoir un temps d'avance, il fallait créer le doute chez la personne qui est en face de toi. Et si tu crées le doute, il se pose la question, il réfléchit. Et en règle générale, il te donne le ballon dans les bras. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est et à la fois de gagner la lutte d'influence face à l'adversaire, mais aussi renforcer ta lutte d'influence et positiver, être positif pour toi et pour ton équipe et influencer l'adversaire de par ton comportement. Donc, je savais qu'il y avait une posture à avoir qui n'était pas une posture normale, c'est-à-dire il fallait dégager quelque chose qui donnait du charisme, on appelle ça du charisme, on appelle ça, moi j'ai appelé ça être égo-haloïque, c'est dégager un halo d'une puissance et d'une force, d'une énergie que les autres tes proches vont récupérer cette énergie et l'adversaire va être ébloui par ça et va être tétanisé par une telle prestance, une telle présence, peu importe en fonction de l'angle dont tu regardes la personne. Et donc, l'idée, c'était ça. Et je voulais absolument, et donc j'allais dans l'absurde. Et je me suis rendu compte que le sportif de haut niveau, très souvent, on essaie de lui donner un comportement logique. Quand monsieur et madame tout le monde ont un comportement logique, et qu'on est, par exemple, tu passes un diplôme de préparateur physique ou préparateur mental ou autre, et que tu vas accompagner quelqu'un, eh bien, dans la finalité, ce que recherche le sportif de haut niveau, c'est gagner une fraction de seconde, c'est gagner 1 centimètre, c'est gagner un moment de lucidité. C'est simplement ce qu'il a besoin. On ne peut pas le reconstruire autrement. Et quand on arrive, qu'on est préparateur mental et qu'on est apprenti sorcier, alors il y a les gourous et les apprentis sorciers. Il y a ceux qui, avec 2 outils et 3 techniques, pensent pouvoir accompagner tout le monde et que c'est bien pour tout le monde. Et puis il y a ceux qui s'inventent des choses et qui sont décrétés gourous. Mais je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est que on est simplement à disposition d'un athlète qui a besoin simplement de rien ou quasiment rien. Oui, et alors que ce qui est insignifiant. Tu vas dire 1 centimètre ou 1/10 de seconde à l'échelle du commun, et on nous, va dire. Ben oui, il y a eu sa construction, il faut lui laisser ça. Et il faut trouver, pour moi, je pense, coach, c'est de donner des choses. Et on ne sait pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais lui va dire, oh putain, mais ça c'est top. Et quand il dit ça, c'est-à-dire que ce qui tu lui as transmis sans le savoir, mais vraiment sans le savoir, faut pas croire que tu sais. C'est qu'à un moment donné, toi, tu as cette intuition, tu as ce truc, tu donnes 1 fois, 2 fois des choses, et tu sais pas. Et ne pas obliger l'autre à être conditionné par tes propos, bien au contraire, parce que lui saura ce qu'il doit prendre. Et lui donner la possibilité de faire le choix quand il en a envie. Et il doit rejeter ou ne pas intégrer 99% de ce que tu lui transmets. C'est d'accepter qu'il ne fasse pas, qu'il n'écoute pas ce que tu lui dis dans 99% du temps. Mais à un moment donné, il y a un petit truc qui va fonctionner. Mais tu ne sais pas si c'est la première seconde ou 10 ans après, mais à un moment donné, il va avoir le truc, il va dire putain, mais c'est bien ça. Ce sont que des actions éphémères et spécifiques à la personne. Donc, quand tu dois transmettre ça dans des formations et qu'on te fait des formations d'1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe le nombre de temps, et que on dit mais ouais, mais ça c'est bien, mais ce que tu vas transmettre, c'est quelque chose qui n'est même pas écrit dans les manuels. Ce qui va interpeller et c'est pas écrit dans les manuels dans cet ordre-là. Et parfois, c'est absurde. On va aller dans l'absurde parce que le sportif de niveau, pour terminer là-dessus, il est parfois dans l'absurde. Tout ce qui marche pour lui dans un premier temps, ok, tu le comprends, tout le monde le comprend, et d'un seul coup, ce qu'il faut faire, c'est le contraire. D'un coup. C'est-à-dire, tu le mets dans un état où, putain, il dit, mais t'as raison. Mais t'as dit un truc qui est complètement absurde, qui ne ressemble à rien, mais ça rentre dans sa normalité de réflexion. Et comment, en tant que nouveau préparateur, avec ta longue carrière d'entraîneur, tu as réussi à asseoir cette autorité, cette expérience pour avoir cette crédibilité? Parce que tu le dis dans ton livre, hein, j'apparaissais un peu au démarrage comme un géo, quoi. On venait me chercher pour voilà. Ouais, au départ, c'était ça. C'est Géo du Club Med qui faisait UKD, UKIDA pour motiver les managers d'entreprise et tout ça. Mais c'est comme ça, c'était un passage obligé. C'était, j'ai fait mes diplômes. Donc ça, c'était dans les années 90-2000. Après, j'ai passé mes diplômes, j'ai continué à entraîner. Mais ce qui est important à savoir, c'est la crédibilité, la légitimité. Pour moi, c'était essentiel. J'avais un petit nom dans le monde du sport et notamment dans le football.
Et j'avais décidé de sortir. Et je me suis dit, je vais donc mettre en place un process, un concept nouveau qui était d'associer le coaching, la préparation mentale, le management. Tout ça, de ça devait en sortir des outils. Ces outils devaient être pleins de bon sens, être accessibles à tout le monde, aux gamins jusqu'aux retraités, en passant par les hommes, les femmes et les dirigeants d'entreprise, etc. C'était important. Et la chose la plus importante, c'est que je m'étais dit au début, pendant 5 ans, il ne faut pas que je travaille dans le football, il ne faut pas que je travaille avec les amis, il ne faut pas que je travaille dans l'entreprise, que des entreprises que je connais, il ne faut pas que je travaille avec les dirigeants que je connaisse, il ne faut pas que j'ai de site internet, il ne faut pas que j'ai de carte de visite, il ne faut pas que j'ai de business plan et il ne faut pas que j'investisse un seul euro. Alors, comment tu as fait? Parce que là, tu te coupes de pas mal de sources de relations. Mais parce que c'était important pour moi d'être en accord avec moi-même, c'est-à-dire je ne voulais pas que les gens m'écoutent s'ils n'avaient pas envie de le faire et simplement parce que j'étais du football, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de sortir de ça et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement communiqué quand on me posait des questions. Dès qu'il y avait une personne qui me disait qu'est-ce que tu deviens maintenant, boum, alors là je déballais, voilà, je fais ça, 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 ça et ça, hop, et j'ai comme ça alimenté pendant quelques mois tout mon environnement proche. Et les gens qui me connaissaient, qui voulaient, avec qui j'ai travaillé, notamment j'ai travaillé avec un cycliste qui était de ma région, et finalement ce cycliste a gagné, il a gagné, et ça m'a permis d'accompagner des équipes cyclistes, après des cyclistes sur piste. Après, je suis revenu, après, j'ai fait des rugbyman, des équipes de rugby, de handball, de tout. Dans le foot aussi un petit peu. Tu as accompagné des équipes de Ligue 1 aussi. Tous les ans, j'accompagne au moins une équipe de Ligue 1, soit sur la durée de l'année, soit sur des périodes courtes, quand il faut absolument gagner, se maintenir ou jouer une Coupe d'Europe. Donc oui, donc ça. Puis dans le basket, des équipes de Pro A, des équipes de Division 1 au handball. Donc oui, des équipes, des joueurs de poker professionnels. Donc oui, donc toutes ces choses-là. Et il fallait que je sorte de mon milieu au départ, que je sorte du football pour justement, parce que comme mes outils devaient servir à tout le monde, ça devait servir dans le sport, en politique, dans l'entreprise, partout. Et du coup, ça m'a permis de rentrer, accompagner des politiques, des ministres, accompagner des dirigeants, des hauts dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises, mais aussi des gamins qui passent le brevet des collèges ou des personnes qui sont en instance de divorce ou voilà. Ce sont des outils très pragmatiques, simples, accessibles à tous et utilisables, quel que soit ton statut. Est-ce que tu remercies quand même le football de t'avoir donné finalement toute cette pédagogie que tu transmets aujourd'hui? Et dans le livre, tu te sers d'exemples, pas que du football, hein, il y a vraiment d'autres exemples, mais on sent que il y a des petites choses qui ressortent et qui t'ont quand même bien servi. Alors, je dois rendre honneur au football, bien entendu, parce qu'il m'a donné la possibilité de m'épanouir en tant qu'homme, en tant que gamin, en tant qu'homme, m'a donné la possibilité aussi de comprendre les valeurs, de savoir déplacer le curseur des valeurs, de toucher ce qui est le plus important dans la vie. La première des choses qui nous atteint, ce sont des émotions. Le sport nous donne ces émotions, qui sont maintenant aujourd'hui les émotions et les valeurs qui sont un peu galvaudées, ou qui sont bien entendu repris par le monde de l'entreprise et par le monde politique pour justement sensibiliser les citoyens, sensibiliser les salariés, sans les accompagner humainement. Donc ça, c'est aussi malheureusement, j'ai beaucoup de boulot parce que il y a ces dégâts qui sont faits dus aux valeurs et aux émotions. Mais c'est comme ça, on va pas refaire la vie, on va simplement essayer c'est ce que je dis, je vais essayer de transmettre ce que je connais, ce que je sais, qui fonctionne, et je vais pas essayer non plus d'être le sauveur du monde entier, parce que c'est pas le but du jeu. L'intérêt, c'est déjà, moi, pour que ça fonctionne, il faut que les gens viennent me voir, parce que quand ils viennent me voir, ils ont déjà fait 70% du boulot. Mais je leur dis, je suis clair, quand vous venez me voir, je dis ça va être long, je dis mais vous inquiétez pas, je connais pas la longueur, tout ce que je sais, c'est que vous avez fait 70% du boulot, parce qu'ils viennent, ça veut dire qu'ils en ont besoin, soit pour rester bon, rester au plus haut niveau, ou alors pour progresser et d'acquérir d'autres choses, des ouvertures, voire différemment pour gagner. Gagner, ça veut dire réussir quelque chose de plus ou de mieux, pas forcément plus, mais être mieux, être plus épanoui. C'est ça la vie.
C'est ce que disait Alexis Pinturo, qui a gagné donc le Globe de cristal au niveau de la Coupe du Monde de ski. Il disait avoir fait appel justement à un préparateur mental, quelqu'un qui l'accompagnait. Et le journaliste, en lui posant la question, est-ce que vous avez toujours un préparateur mental? Il a dit non, parce que j'ai compris, j'ai les codes et maintenant, je sais comment aborder telle ou telle situation. Alors, sur un plan plus pratique. Rebondir là-dessus. Vas-y. Je vais revenir là-dessus quand même, Sébastien, parce que c'est hyper important. C'est magnifique ce qu'a dit Pinturo. Pas pour lui, hein, mais pour la personne qui l'accompagnait. Parce que pour moi, celui qui accompagne, il ne peut pas être là tout le temps. Sinon, ça devient du conditionnement. Et le fait de lâcher un sportif comme ça, c'est la plus belle des choses. Parce que ça montre qu'on lui a transmis des outils pour qu'il soit autonome et qu'il soit pas obligé de lever le doigt, l'athlète, pour venir voir. Il y en a pas beaucoup comme ça, hein, parce qu'en règle générale, c'est un métier, donc il faut en vivre. Et comme il faut en vivre, c'est comme on donne l'obligation aux autres, on les rend malgré tout dépendants pour qu'ils reviennent. Alors que ce qui s'est passé là, c'est magnifiquement beau parce que tous les outils que j'utilise sont des outils autonomes. Comme par exemple, vous avez entendu, la boîte de confiance. Vous l'avez, elle est pour vous. Vous la transmettez à qui vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de demander à Denis Troche comment on s'en sert de cette boîte de confiance. C'est fait. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que le plus important, c'est l'autonomie qu'on laisse à la personne. Et dans ce contexte un peu morose, pandémie, Covid, l'année qu'on a passée, est-ce que les gens font plus appel à toi ou est-ce que ça reste dans la norme? Tu disais avoir eu beaucoup de travail en cette période-là, même en distanciel. Oui et non. Malheureusement, pas suffisamment. Moi, je vois toutes les semaines, je mets ou quasiment 10 coachings gratuits pour les personnes qui ont besoin. 10 coachings gratuits. Hein. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai fait ça il y a quelques années. Je me dis, je fais cadeau de coaching parce qu'il y a des gens. Et à l'époque, il y a toujours eu, je mettais 5 à 10 coachings dans la semaine et les gens se positionnaient et j'ai fait. Et là, je me suis rendu compte que finalement, j'ai été obligé de spécifier à qui je faisais le truc parce qu'il y avait beaucoup de monde qui réclamait, mais aussi parce que j'avais envie de faire, de transmettre. Donc, j'ai mis là pour les enseignants et pour les personnes du corps médical. Donc, ça me faisait plaisir de transmettre ça. Mais en fin de compte, ces personnes-là, qui en auraient besoin, je pense, comme tout chacun d'entre nous, ne se sont pas plus prononcées que les autres. Alors maintenant, je sais ce que je vais faire différemment. Je vais proposer aux hôpitaux de le faire pour eux, chez eux, plutôt que de le faire par un média interposé ou un réseau social quelconque. Et effectivement, il y a une recrudescence des problématiques. Les gens ne se projettent plus, n'ont du mal à se projeter. Pour quelle raison? C'est simple, hein, je ne vais pas faire d'attaque sur le gouvernement ou sur qui que ce soit, mais quand on vous promet qu'on vous dit que c'est pas la peine d'avoir de masque, puis on vous dit qu'il en faut, du gel hydroalcoolique ou n'importe quoi, on vous dit qu'il en faut, il n'en faut plus. Toutes ces choses-là, on ne sait plus où on va, on ne sait plus. Il y a un confinement, il n'y en a pas. Il y a un confinement, mais c'est de telle heure à telle heure. Il y a le couvre-feu, et on nous désorganise. Vraiment, on est désorganisé, on est déstructuré, et on ne peut même plus penser à long terme, encore moins à long terme qu'à moyen terme ou court terme. Et donc, on est un petit peu perdu, ou beaucoup de personnes sont perdues et ont besoin de repères. Et les repères manquent. Et même si une personne sur 5 est encore bien, elle a autour d'elle, dans sa famille, dans son entreprise ou dans le monde du sport, des personnes qui sont troublées. Et on sait très bien qu'une personne qui est en état de stress va communiquer son stress et ça va être la gangrène dans l'environnement de celle-ci. Ce que tu disais tout à l'heure, autant sur l'aura que tu peux déployer quand tu envoies des bonnes ondes, quand tu transmets, ça va rayonner sur du positif, autant le stress ou le négatif vont aussi impacter un environnement, un entourage. Donc, ça rayonne de la même façon, mais dans un cycle beaucoup plus pervers. Et ce qui est important, donc c'est pour cette raison, ton intervention est très bonne, Sébastien, c'est que d'un côté, tu dois avoir cette fameuse boîte de confiance que tu dois remplir essentiellement de choses positives qui t'appartiennent, essentiellement des choses positives, et parce que d'un autre côté, tu as une fameuse une cuve à émotions toxiques qui va se remplir par elle-même de tout ce qui va être toxique autour de toi. Des émotions toxiques, des agressions toxiques ou de ce que toi, tu vas sécréter comme choses qui seront pas forcément
bien pour toi. Donc, d'un côté, tu as une boîte qui se vide, que tu remplis, c'est la boîte de confiance, tu dois la remplir, mais elle se vide malheureusement avec les aléas de la vie. Et d'un autre côté, tu as cette fameuse cuve qui se remplit d'elle-même d'émotions toxiques, d'événements pourris, et elle ne se vide pas. Il va falloir, toi, que tu vides consciemment, et surtout, pour quelle raison je t'ai interpellé là, c'est que d'un côté, tu as cette boîte de confiance où c'est positif, de l'autre, c'est négatif avec ces émotions toxiques qui te pourrissent la vie. Je dis bien les émotions toxiques, parce que les émotions sont positives, elles sont là pour te protéger, en grande partie. Et surtout, il faut séparer ce que tu mets. Il faut savoir ce qui va et ce qui doit aller dans cette cuve à émotions toxiques et ce que tu dois mettre dans cette boîte de confiance. Et ne pas mélanger, parce les gens disent oui, je sais, sauf qu'ils mélangent tout. Ça veut dire que quand tu vas aller rechercher quelque chose de positif, tu es obligé de sortir à l'appel la merde qui est dans une fosse septique. Donc imagine, pour aller rechercher des choses positives, quand tu as mélangé toutes ces choses-là, c'est comme positif et négatif que tu mélanges, il y a plus de négatif qui ressort. Dans ta tête, c'est la même chose. Donc c'est pour cette raison qu'il faut vraiment faire le distinguo entre la boîte de confiance et la cuve à émotions toxiques. Et cette cuve à émotions, notamment dans les entraînements et pour des sportifs, c'est pas toujours pris en compte. C'est-à-dire qu'on va calculer, alors là, si je prends vraiment l'exemple de la course à pied, la charge d'entraînement, le nombre de kilomètres, mais sans pour autant tenir compte du stress lié à la famille, les enfants, la vie professionnelle, la maison, les parents. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui s'englobent dans cette cuve un petit peu toxique et qui, à terme, peut conduire à une contre-performance ou à la blessure. Est-ce que ça, c'est des choses que tu rencontres parmi tes sportifs qui disent « J'ai jamais été, Denis, aussi en forme que sur cette semaine-là, mais je comprends pas, derrière, j'ai pas eu le résultat escompté. » Bien entendu. Le rôle d'une personne qui accompagne un sportif, quel qu'il soit, loisir ou de haut niveau, peu importe, qui va tendre vers une performance, le rôle, le mien en l'occurrence, mais c'est le job de pas mal de personnes, c'est de sortir toutes les interférences négatives qui pourraient empêcher le sportif ou la personne de tirer la quintessence de son potentiel. Donc, qu'est-ce qui va l'empêcher de tirer le maximum de son potentiel, puisqu'elle travaille bien, elle fait ce qu'il faut? Eh bien, ça va être le stress, le manque de confiance, les croyances limitantes qui l'empêchent de penser, par exemple, oui, mais lui, il est meilleur que moi, de se comparer, de juger. Toutes ces choses-là vont interférer et empêcher le sportif de tirer le maximum de ce qu'il a emmagasiné. Et le préparateur mental n'est pas celui qui le fait gagner, c'est celui qui va lui donner la possibilité de ne pas avoir de regrets et d'avoir utilisé le maximum de son potentiel. Parce qu'un sportif, dans quasiment tous les sports, son truc, c'est pas de gagner le marathon, même si ça, c'est un challenge. Et c'est réservé qu'à une ou deux personnes. Mais c'est aussi de faire le maximum pour être récompensé de tous les efforts qu'il a pu mettre en place. Et il n'y a rien de pire que d'être frustré à la fin d'une compétition, de ne pas avoir mis le maximum, de ne pas avoir fait le maximum. D'où l'importance non seulement de tout donner, physiquement, tactiquement, stratégiquement, mentalement, mais aussi de tout donner à bon escient, au bon moment, de manière à ne pas avoir ce fameux regret que beaucoup de sportifs ont et sont prêts à raccrocher les pompes alors qu'ils ont simplement, ils se sont trompés d'ordre, ils ont oublié stratégiquement de mettre en place ce qui s'était dit, ils l'ont oublié ou alors ils l'ont pas fait ou alors simplement ils ont changé la foulée, ils ont voulu calquer la foulée avec quelqu'un qui courait mieux à côté, etc. Donc toutes ces choses-là, tu en connais bien plus que moi dans le monde de l'athlétisme ou dans le monde du sport pour que tu comprennes ce qu'il en est. Et ce qui est important, c'est de chasser et vider toutes les choses qui peuvent t'empêcher de tirer le maximum de ton potentiel. Et est-ce que pour la confiance, tu es plus du côté du résultat, c'est-à-dire ce que je vais obtenir à la fin, ou du cheminement, c'est-à-dire tout ce qui m'a conduit jusque-là? Je connais déjà un petit peu ta réponse. Oui, bien sûr. Alors ça va être une réponse de Normand. Bon, ayant entraîné le Havre, ça paraît normal. Oui. Ouais. Donc, oui et non, parce que ça dépend de la personne. Chacun d'entre nous a une personnalité, a un type de personnalité qui lui correspond bien et qui est unique. Alors certes, il y a des grands principes, mais par exemple, je vais donner un exemple, certaines personnes ont besoin du défi pour réaliser quelque chose. D'autres, au contraire, ont besoin de réflexion, donc de temps,
pour réaliser ce même exploit. Quel est le bon parcours? Quel est le bon chemin? Est-ce qu'il faut être aller rechercher le résultat à tout prix? Ou est-ce que c'est prendre son temps et se donner du temps et se donner les moyens pour atteindre ça? On s'en fiche. Le plus important, c'est de ne pas se tromper de chemin. Que chacun d'entre nous puisse aller sur le chemin qui lui correspond. C'est-à-dire que tu dois faire ce qui est bon pour toi. Si c'est trop stressant d'aller dans le défi, tu n'y vas pas. Tu vas prendre un autre chemin qui va te donner le même résultat. Et si c'est trop lent, le parcours que tu dois faire pour réussir, et tu vas essayer de comprendre comment il faut faire pour y arriver, si tu fais ça, oh, il y en a qui disent, non, laisse-moi faire, je préfère faire chuter, faire chuter, et finalement réussir. Et d'autres ne peuvent pas accepter de perdre une seule fois. Donc, vraiment, c'est pour cette raison qu'il est bon, quand on accompagne une personne, de mettre les mécanismes que l'on a mis en place soi-même et qu'on les transmette à l'autre. Ça ne sert à rien. Et je le dis haut et fort. Sincèrement, l'expérience, c'est comme le mental, ça ne s'achète pas au commerce du coin. Peut-être les mentales chez le fromager, mais sinon, l'expérience, tu peux faire ce que tu veux, tu ne l'achètes pas au commerce du coin. C'est quelque chose qui t'appartient. Certes, ça va te donner une idée de ce qui peut se faire quand l'autre te donne son expérience. Mais pour autant, si vraiment tu veux avancer, il faut que tu trouves ton propre chemin. Et c'est important d'avoir une vision, bien sûr, globale des autres, de ce qu'ils ont fait et ce qui ne marche pas. Pour autant, ça peut ne pas marcher dans l'instant et ça peut marcher quelques années après. On prend, par exemple, dans l'éducation nationale, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pourquoi je parle de ça, mais moi, quand j'ai commencé, moi, j'ai du mal scolairement à accrocher tout ce qui était structuré, organisé, etc. Réciter, je sais même pas ce que c'est que réciter une poésie, hein. C'est un truc de fou, hein. J'ai jamais lu un livre de ma vie. Pour autant, je suis capable de mémoriser en 48 heures 300 chiffres après la virgule de pi. En 48 heures, j'ai mémorisé 300 chiffres après la virgule que j'ai pu réciter dans les 15 jours qui ont suivi sans aucun problème. Donc, ça veut rien dire. Pour autant, on m'avait dit dans les années 90, Denis, t'inquiète pas, après 2000, tu auras ta place. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ben, ça voulait dire simplement, peut-être, parce que j'entends aujourd'hui avec mes mots, mon cerveau, mon petit cerveau et mes gros mots, c'est que peut-être à l'époque, structurer, organiser, rationaliser les choses était très scolaire, était très apprenant à l'époque. Il fallait ça. Aujourd'hui, on se rend compte que les startups, tout ce qui est novateur, tout ce qui est ouverture, etc., créativité, prend forme beaucoup plus qu'au siècle dernier. Donc, il y a une place pour tout, il y a un temps pour tout. Pour autant, ni l'un ni l'autre n'est bien à son temps. C'est simplement que les deux sont bons, mais il faut pouvoir savoir qui l'on est et comment on avance le moins mal possible, voire le mieux possible. Mais c'est vrai que ce que tu dis, au niveau éducation nationale, on va pas apprendre aux enfants à avoir confiance en eux, à justement grappiller des éléments pour mettre dans cette boîte de confiance. On n'apprend pas aux gens à établir leur petit moment positif de la journée. Enfin, c'est des petites choses que tu transmets, alors que ça apporte quand même pas mal de choses positives sur le long terme. Sébastien, on s'entraîne techniquement, on s'entraîne à l'écriture, on s'entraîne à la lecture, on s'entraîne au physique. Mais quand est-ce que tu t'entraînes mentalement? Et aujourd'hui, on dit, mais mentalement, il a rien, il est pas fort mentalement, mais on ne nous entraîne pas. Et je dis, le mental, c'est pas quelque chose qui se met à côté du physique, de la technique. Non, c'est tout quelque chose qui s'associe. Eh oui, c'est-à-dire, tout est associé. Le mental doit être associé à l'acte physique, le mental doit être associé à l'action technique, l'acte physique, le mental doit être associé à la stratégie, à la tactique, pour être le plus performant possible. Mais il faut les associer et il faut s'en servir régulièrement. C'est pour cette raison, comme la confiance, il faut mettre beaucoup d'éléments positifs sans non plus que ce soit conditionné. Et c'est pas du tout la méthode Coué où on va, même si elle marche, j'ai rien contre. Mais c'est simplement positiver de façon normale, parce que dans une journée, on a plus de choses positives en temps normal que de choses négatives. Donc, et de ne pas, dès qu'un échec ou dès qu'une embûche arrive, dire tout s'effondre, c'est faux, du fait de cette confiance accumulée pendant des années et des années. Exemple. Ah ben c'est très juste. Mais tu vas voir, c'est pire que ça encore, Sébastien. Pire que ça.
Moi, j'ai un sportif, un cycliste. Un jour, au tout début où j'accompagnais mentalement une équipe de vélo pro, et je dis, dès que vous avez un problème, vous m'appelez. Hein. Il peut être minuit, 2 heures du matin, vous m'appelez. Moi, je vous réponds. J'étais à bloc. Hein. Et donc, il y a un cycliste qui m'arrive à 18 heures le soir. Il m'appelle, il me dit, Denis, tu m'as dit de t'appeler. Si j'avais quelque chose qui allait pas, là, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Il m'explique. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, c'est simple, hein, j'avais 6 heures de vélo à faire aujourd'hui. Je suis parti ce matin, il pleuvait. Et il a plu toute la journée, sauf entre midi et demi. Mais je suis parti, il pleuvait. Et j'avais 6 heures de vélo à faire. Je dis, ouais, alors? Il me dit, je suis parti. Au premier rond-point, il y avait un petit peu de gasoil sur le rond-point, balayé par terre, arraché tout le côté avant même de faire 300 mètres. Et j'avais encore près de 6 heures à faire du vélo. Je dis, ouais, ah bon, et alors? Il me dit, après, j'ai continué. Donc, il tombait des cordes. Et je crève 10 kilomètres. Au bout de 10 kilomètres, je crève. Je change ma chambre à air. Il me dit, je change. Je fais même pas 5 kilomètres. Boum, crevaison lente. De nouveau, heureusement que j'avais prévu 2 chambres à air. Je change ma chambre à air, je continue, il continue à pleuvoir, etc. Je dis, alors, c'est bon? Il me dit, ouais, je continue comme ça. J'ai fait comme ça 40 bornes, 50 bornes, 100 bornes. Et puis, je suis repassé dans un village. Et dans le village, je vois un mec qui sort, il pleuvait, il sort du bistrot. Il me fait un signe comme ça. Je dis, ouais, il me fait un signe en me montrant qu'il fallait qu'on se téléphone. Ah, je dis, tu vois, ouais, c'est un mec que j'ai pas vu depuis 10 ans, qui me fait un signe, qui m'a vu passer en vélo et qui m'a reconnu comme je suis pro et tout. Donc voilà. Il me dit, après, j'ai continué à faire du vélo. Donc je tombe. Je tombe une fois, je crève 2 fois. Après, je me retrouve à revenir vers chez moi. Je reviens vers chez moi, j'étais cramé, j'étais scotché à la route. Il me dit, et là, il y a des vieux, Denis, des vieux comme toi. Je dis, ouais, ok, d'accord, c'est bon. Il me dit, des vieux comme toi qui me dépassent comme ça. Et là, voyant des vieux et qui me connaissaient, parce que je les connaissais, j'étais de la région et j'étais à 10 bandes de chez moi, je les vois, je fais semblant, il me dit, sur le vélo, je prends mon pied pour me faire un étirement, pour faire croire que j'étais en récupération. Et il passe devant moi comme ça, mais j'étais collé à la route. Je dis, ouais, et alors? Il me dit, je rentre chez moi, j'arrive chez moi, je pose le vélo, je traverse le salon. J'étais trempé, hein, t'imagines, j'étais trempé. Et là, ma femme, elle gueule parce que je traverse et je salis le salon. Parce que j'ai mis de l'eau partout dans le salon. Donc, écoute, Denis, je suis dans le canapé, je t'appelle parce que j'en ai ras-le-bol. Ah, je lui dis, écoute, c'est simple. Tu vas aller chercher 3 choses positives de ta journée. Il me dit, Denis, j'ai passé une JDM, une journée de merde. D'accord? T'as entendu ce qui s'est passé, donc je peux pas faire autrement. Je dis, ah bon? Et il me dit, non. Je dis, écoute, tu m'as quand même dit qu'il pleuvait ce matin. Et cet après-midi, oui, il a plu tout le temps, sauf entre midi et demi. Je dis, écoute, tu vois, il y a eu une demi-heure où il n'a pas plu. C'est un moment positif. T'es con, Denis, ou quoi? Je dis, non, mais c'est un moment positif. Il me dit, ouais, il y a eu un rayon de soleil, mais quand même, bien, quand même. Je lui dis, après, t'as vu un mec, t'as traversé un village et qui t'a fait signe que t'avais pas vu depuis 10 ans, c'est un pote ou pas? Ah ouais, un super pote, je vais le rappeler demain. Donc, c'est positif ou pas? Et il me dit, ouais. Et après, il me dit, non, sinon, j'ai eu que des merdes. J'ai crevé, je suis tombé, j'ai encore mal sur le côté. Ma femme, elle a gueulé. Les vieux m'ont dépassé et ils sont foutus de ma gueule ou presque. Et je suis pro, hein, quand même. Hein. Ok, je suis rentré chez moi, je me suis fait engueuler quand j'ai traversé le salon. Ah si, mon gamin, il m'a sauté au cou. Quand je suis rentré, c'était super sympa. Je dis, tu vois, tu as tes 3 moments positifs. Eh bien, ce soir, quand tu vas aller te coucher, tu vas repenser à ces 3 moments positifs. Tu vas aller les rechercher, tu vas bien les détailler dans ta tête, tu vas quantifier, tu vas voir les moments où tu es passé du froid et la pluie à la chaleur de ton corps, quand ton gamin t'a serré dans les bras, quand demain tu vas téléphoner à ton pote, qu'est-ce que tu vas lui dire? Imagine toutes ces choses-là ce soir en allant te coucher. Et je raccroche. Et au moment de raccrocher, je dis, attends, j'ai oublié de te dire quelque chose. Il me dit, oui, quoi? Je lui dis, écoute, sache une chose, c'est que quand tu vas aller chercher ce soir ces moments positifs dans ta tête, il y aura toujours, mais toujours, et toujours un con qui va te tirer par les pattes, par les pieds, et qui va te rappeler que oui, peut-être il a fait beau de midi à midi et demi, mais tout le reste du temps, tu t'es gelé les couilles. Hein. Pardon, tu t'es gelé. Peut-être que ton gamin t'a sauté dans les bras, mais tu t'es fait engueuler par ta femme, et ce soir, dans le lit, la plaie que tu as sur le côté en t'étant éraflé va te coller au drap et ça va te faire mal. Donc, il y a toujours un con qui va te rappeler ça pendant que tu essayes d'emmagasiner les moments positifs. Eh bien, sache une chose, c'est que le con, c'est toi. Donc, tu devras vaincre le con qui est dans ta tête et qui te dit « oui, mais ».
Et si tu arrives à vaincre ce con qui te dit oui, mais tu vas voir que tu vas emmagasiner beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Et donc, ce qui est hyper important, c'est que ça veut dire que ça dépend de toi. Et c'est une chance extraordinaire que l'on peut avoir, c'est de savoir que ça dépend de nous. Donc, à nous de repérer justement ces 3 moments. Donc, on invitera les auditeurs à faire de même. Hein. Est-ce que tu aurais d'autres astuces comme celle-ci, que cette boîte de confiance? Non, je les garde pour moi. Oui, tu les gardes pour toi. Bon, on va s'arrêter là. Alors, il n'y a plus d'astuces. Oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils pour des gens qui souhaitent arriver sur une course correctement ou au moment d'un entraînement pour performer? Je sais que tu parlais dans ton livre de la visualisation, de se préparer, comme tu le disais, hein, ce moment de se voir faire l'exécution d'un tour de piste, d'une compétition. Est-ce que tu as des petites astuces pour donner à nos auditeurs? Ah bah oui, alors oui, il y a une astuce qui est pas une astuce, hein, mais qui est vraiment quelque chose aujourd'hui qui peut résoudre des problématiques, je pense, hein, et vous allez voir par vous-même. Aujourd'hui, plus personne ne peut se projeter loin, comme je disais tout à l'heure, et on ne sait pas comment faire pour se projeter à demain ou ne serait-ce que dans l'instant qui va suivre. Eh bien, il faut imaginer une courbe. Il faut imaginer une courbe qui est dans le début de sa vie ou les débuts de ses entraînements jusqu'à la fin de ses, je sais pas, depuis ça fait 10 ans qu'on fait de l'athlétisme, ça fait 20 ans qu'on joue au football, et que l'on imagine une courbe exponentielle donc qui grandit en fonction du moment zéro jusqu'à aujourd'hui. On se rend compte qu'on a évolué, qu'on a avancé avec des hauts et des bas, avec des rebonds, des moments magnifiques, mais aussi des défaites. Mais finalement, quand on trace notre courbe de vie sportive ou notre courbe de vie professionnelle ou notre courbe de vie perso, elle a cette ascension. Et si on s'arrête à aujourd'hui, à l'instant T, on se dit, oui, mais demain, je peux plus continuer puisque je n'ai plus d'avenir, je vois rien. Je peux pas dire que je vais faire tel métier, que je vais faire tel sport, que je vais faire telle chose parce qu'il y a tellement d'inconnus ou tellement d'inconnus dans ce qui va se passer. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Eh bien, à ce moment-là, c'est de savoir que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et ce qui va être dans notre avenir ne sera que la continuité en pointillé de ce que vous avez fait précédemment. C'est-à-dire, il suffit d'imaginer la courbe que vous avez fait pour en arriver là où vous en êtes et vous mettez des pointillés au-dessus qui correspondent complètement à ce que vous auriez pu être s'il n'y avait pas eu cette incertitude. Et c'est comme si vous étiez aveugle, vous étiez devenu aveugle et qu'il y ait un chien d'aveugle qui vous tend la laisse et qui tire sur la laisse et qui vous emmène sur le chemin que vous avez parcouru précédemment. Eh bien, c'est la même chose. Dites-vous bien que ce que vous avez acquis jusqu'à présent est en vous, que vous êtes capable de faire des choses qui ressemblent à ça, même si ce ne sera pas la même chose. Je ne peux pas dire que vous allez continuer directement, mais au moins, même si vous ne faites pas la même chose, des choses qui ressemblent à ça, ça vous amènera à bouger. Et si vous bougez, vous irez plus vite que ceux qui restent sur place ou ceux qui attendent que ça se termine. Donc, il est bon de bouger, il est bon de savoir qu'on a des acquis, il est bon de savoir qu'on a une boîte de confiance qui nous permet d'avancer, nous a permis de faire les choses, puisque ce qu'on a mis dans la boîte de confiance nous appartient et nous donne cette possibilité d'avancer. Donc, cette courbe exponentielle d'objectifs, sans avoir de finalité, est un avantage et un atout si on commence à regarder ce que l'on a pu faire et la continuité de ce que l'on a pu faire. Parce que dans 10 ans, vous allez vous retourner après la période de Covid, etc. Vous allez dire, bah oui, la courbe exponentielle, elle sera toute tracée. Et vous dire, bah oui, mais parce que j'ai pas, oui, mais parce que vous avez fait ce que vous deviez faire. Je sais pas si j'ai été explicite. Alors moi, ça a été clair. La courbe exponentielle, je vois très bien ce dont tu parles. Et donc, à la fin, finalement, de cet entretien, Denis, si on doit bien appliquer tous tes conseils, on peut devenir champion du monde de son monde, en fait. Pourquoi ce titre ? Ah, pas parce que champion du monde, c'est une finalité et il y en a toujours un, il y en a qu'un qui est champion du monde dans l'instant. Et je pense que malgré tout, le bonheur et le plaisir appartient à chacun d'entre nous. Et l'idée, c'est d'être champion du monde. On ne peut pas savoir si on peut l'être, mais champion de son propre monde.
oui, c'est-à-dire tirer le maximum de son potentiel et être fier de ce que l'on a mis en place, on peut tendre vers ça. Et donc, devenez champion de votre propre monde, de votre monde, c'est vraiment ça, c'est laisser la place à chacun d'entre nous qui lui est réservée. Et chacun d'entre nous a droit au bonheur. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y avoir. On ne l'aura pas si on tend vers un titre qui est un titre de champion qui n'est pas le nôtre. Et effectivement, on doit se rapprocher de ce titre de champion du monde, de son propre monde. Eh bien, merci Denis. Moi, je te remercie de ce moment de bonheur passé en ta compagnie. J'invite les auditeurs donc à lire ce livre sorti il y a quelques mois maintenant. Hein. Il est très récent. Donc, Devenez champion de votre monde aux éditions Solar, donc par Denis Troche. Denis, sur quel réseau les gens peuvent te retrouver s'ils veulent justement bénéficier, comme tu le disais tout à l'heure, d'un coaching ou d'un accompagnement de ta part? Donc, cette semaine, il y a eu 10 coachings proposés pour les enseignants et le corps médical. Et la semaine prochaine, il y en aura peut-être pas 10, mais au moins 5 sur Facebook, donc, mais aussi sur LinkedIn principalement. Mais je suis accessible, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Et surtout, profitez des choses qu'on vous transmet. Quand on vous donne la parole, surtout prenez-la. Parce que peut-être que vous ne l'aurez pas la possibilité demain ou après-demain de l'apprendre. Donc, quand on vous donne cet avantage, ce privilège, eh bien, saisissez-le et posez les questions. Même si vous n'avez pas de réponse, au moins vous avez sorti une question qui vous trottait dans la tête. Alors moi, j'avais la question, justement, de savoir si tu avais passé un bon moment. Mais en tout cas, moi, je te remercie parce que quand je t'ai contacté sur LinkedIn, tu as répondu presque du tac au tac et j'étais, je l'ai rajouté dans ma boîte de confiance, de pouvoir entrer en contact avec toi. J'ai invité en 2 heures les 10 plus grands de ce monde, de France, dans toutes leurs activités. Sauf en politique, c'était pas le plus grand, mais pas le premier. Mais dans le sport, tous les sports, j'ai chauffé et les gens m'ont tous répondu présent et on a fait une visioconférence entre nous avec 11 personnes. C'était magnifique. Des belles personnes dans le domaine, que ce soit le sport, les grands entraîneurs sportifs, mais aussi dans le monde de l'entreprise, des philosophes, des psychologues, vraiment des gens. Et voilà. Et donc, il faut oser faire les choses pour pouvoir réussir. Et n'hésitez pas. Donc oui, n'hésitez pas à me sensibiliser. Moi, mon job aujourd'hui, je sais, ou plutôt ma vocation, ou plutôt ma mission, ou plutôt ce que j'ai envie de faire, c'est de transmettre. Donc, de dire oui dans l'instant, parce que finalement, je me suis mis en tête que la finalité de ma vie, c'était de transmettre. Et donc, quand on me propose, est-ce que tu veux donner ton... Je dis, oui, bien sûr, je n'ai même pas une fraction de seconde. Et sachez que pour prendre des décisions, c'est assez simple, entre guillemets. Hein. Sachez vers où vous voulez aller. Et les décisions que vous allez prendre seront de toute façon liées en fonction de ça. Et donc, facile à prendre. Si je veux demain être à ma retraite, cultiver des carreaux et des poireaux dans un petit coin de France, j'ai pas besoin d'argent, donc je peux dépenser tous mes sous aujourd'hui. Je vais même pas me poser la question, je peux dépenser tous mes sous. Si par contre, je veux voyager plus tard, quand je serai vieux, voyager dans le monde entier, eh bien, naturellement, je vais économiser aujourd'hui mes sous. Eh bien, dans toutes ces projections, mettez-vous en tête quelque chose qui a du sens, mais quand je dis mettez-vous en tête, appropriez-vous quelque chose qui a du sens pour pouvoir tendre et prendre les décisions avec une grande aisance. Un grand merci à toi, Denis, pour ce long échange. Merci à toi pour la confiance. Et puis, on te retrouvera peut-être sur un banc. Non, ça, c'est fini. Non, ça y est, j'ai fait le choix il y a quelques années. Et bien entendu, pour répondre à ça avec une théorie, si vous ne faites pas le deuil de ce que vous avez fait précédemment, vous avez toujours tendance à y retourner, à vouloir y retourner, vous donner de bonnes raisons de ne pas réussir ce que vous voulez mettre en place dans l'avenir. Donc, faire le deuil, ou plutôt lâcher et positiver sur ce que vous avez fait précédemment, c'est bien mieux que d'avoir des remords et des regrets. Bon, un grand merci pour tes nombreux conseils, pour ce long échange. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à
laissez une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.